Rebonjour. Alors, suite à la causerie qui vient d'avoir lieu, j'ai voulu enregistrer une vidéo complémentaire par rapport à certaines questions qui m'ont été posées une fois la caméra éteinte et qui m'ont fait prendre conscience que j'avais peut-être pas été suffisamment claire sur certains points. Donc, je vais vous repartager hop, le cercle temporel là, de Salomon Selam pour clarifier certaines choses. Donc, ce qui m'a été demandé, c'est qu'est-ce que signifient là, les différents points et à quel endroit, lorsqu'une date de naissance ou une date de décès, pardon, d'une personne décédée avant notre conception tombe sur ce cercle temporel, est-ce que c'est pareil si ça tombe, les dates de naissance ou de décès sur le point de conception, sur le point de naissance, sur le point du gisant ou sur le point de vie? Donc, selon les recherches de Salomon Selam, lui, il nous dit que on va considérer qu'il y a syndrome du gisant quand une date de naissance ou de décès, pardon, d'une personne décédée avant notre conception tombe soit sur notre point de conception, soit sur notre point de naissance, soit sur notre point du gisant. Donc, dans l'un de ces trois intervalles. En revanche, concernant le point de vie, il est beaucoup moins clair. En tous les cas, moi, j'arrive pas à trouver de réponse claire dans ce que lui, il a observé. Par rapport au point de vie, lui, il va identifier que ça va plutôt être des ancêtres ressources qui vont être en résonance avec ce point de vue. Oui, mais si une personne décédée de manière tragique résonne avec notre point de vie, est-on ou non gisant de cette personne? À mon sens, mais ça n'engage que moi et ce que j'ai observé en séance, il y a un lien de gisant, y compris quand ça tombe sur le point de vie. En revanche, peut-être que la différence, ça va être que sur le point de vie, la personne défunte est vraiment reste un ancêtre, un ancêtre ressource. Donc, il doit y avoir quelque chose peut-être dans son vécu qui comporte un ensemble de ressources dont on peut se saisir. Voilà. Même si, encore une fois, à mon sens, même lorsqu'il s'agit de personnes décédées sur l'un de ces trois autres points, il y a toujours des ressources quelque part dont on peut se saisir. Mais je dirais que peut-être que quand il y a une personne décédée tragiquement, dont les dates résonnent avec point de conception, point de naissance, point du gisant, là, il y a vraiment, je dirais que l'enjeu du travail sur soi, ça va être vraiment celui de faire le deuil, de reconnaître la souffrance des personnes qui ont été impliquées dans ce décès et de dire adieu aux défunts. Là où, avec le point de vie, peut-être qu'il peut y avoir ce même type de travail à opérer, mais au-delà de ça, peut-être saisir derrière en quoi est-ce que cet ascendant ou ascendante, cet ancêtre, peut-il représenter, qu'est-ce qu'il y a dans son vécu qui puisse représenter une ressource pour notre vécu à nous, pour le vécu de la personne euh, voilà, dont on a monté le cercle temporel. Ça, c'est une première chose que je voulais préciser parce que du coup, je me suis dit que c'était peut-être pas très clair dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. L'autre chose, on m'a posé la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'on peut être gisant d'une personne qui a déjà eu, par exemple, un enfant décède. Derrière, il y a d'autres enfants qui naissent qui sont considérés comme des enfants de remplacement. Moi, j'arrive dans la génération suivante. Est-ce que je peux quand même être gisante de de cet enfant défunt qui a déjà eu des enfants de remplacement derrière? Ma réponse est absolument oui, dans le sens où parfois, il faut plusieurs naissance pour compenser, pour réparer la perte d'un être cher dont le décès a été dramatique. En tous les cas, sur le plan du programme inconscient de remplacement et de réparation transgénérationnelle, on peut être 10 personnes d'une même famille à être gisantes d'un même défunt. Donc là-dessus, absolument. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est celui des jambes lourdes. Parce que, donc j'ai parlé des jambes lourdes, il est évident que j'ai dit que ça pouvait être euh, un des symptômes du syndrome du gisant, mais ça ne veut absolument pas dire que toutes les personnes qui ont les jambes lourdes sont porteuses d'un syndrome du gisant. J'espère que j'ai été bien claire. Et il va de soi que ces jambes lourdes quand sur le plan, quand il n'y a pas de problématique médicale, physiologique derrière, hein, euh, voilà, quand c'est quelque chose qu'on ne saurait pas trop expliquer,
euh, mais qui persiste, qui est chronique, qui est pas, qui survient pas suite à un accident, par exemple, hein. Quelque chose qui va être chronique, qui va être là un peu tout le temps, on se sent lourd, on ne sait pas trop pourquoi, ça va vraiment être dans ce cas-là. Voilà, enfin, et ça peut être un symptôme, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a le symptôme des jambes lourdes qu'il y a forcément un syndrome du gisant derrière. Ça, je veux être bien clair là-dessus. C'est pas une recette de cuisine. On n'est pas, euh, on fait pas de raccourcis. Tout est toujours à replacer dans l'histoire et dans le ressenti, dans le vécu, dans votre histoire, dans votre ressenti et dans votre vécu à vous qui êtes concerné ou non par cette histoire de Gisant. Voilà. Et enfin, une dernière question qu'on m'a posée, pour laquelle je voudrais également apporter un éclairage complémentaire, c'est lorsqu'il s'agit d'enfants qui sont en lien avec un défunt, qui sont porteurs d'un syndrome du gisant, comment on fait? C'est une question qui m'a été posée. Donc, je vais donner une réponse très courte, pas rentrer dans le détail de la réponse que j'ai donnée dans l'échange en off, mais lorsqu'il s'agit d'un enfant, à mon sens, lui dire, lui expliquer les choses en le contenant physiquement si possible, affectivement, en lui apportant beaucoup d'affection et lui expliquer simplement qu'il y a eu un drame dans l'histoire familiale, que lui, il a peut-être un lien avec ce drame-là, mais que cet enfant-là, il est bien vivant et qu'il a le droit de vivre pleinement sa vie, qu'il est différent du défunt et que lui-même a le droit de vivre pleinement sa vie, qu'il est bien vivant et que son papa et sa maman lui ont donné la vie pour qu'il vive une belle vie, qu'il a toute la vie devant lui. Bien insister sur le fait qu'il y a peut-être une similarité au niveau des dates ou d'un prénom, mais qu'il est bien différent de la personne défunte, cet enfant, et qu'il a le droit de vivre pleinement sa vie. Il va de soi que ça peut être intéressant, excusez-moi, d'expliquer cette histoire si les enfants présentent une souffrance particulière, un mal-être, un dérangement, enfin voilà, s'il y a quelque chose une problématique de sommeil, une problématique, ça je ne l'ai pas dit, mais les problématiques de sommeil, c'est aussi très en lien avec les deuils non faits dans l'arbre, bien sûr. Donc problématique de sommeil, ou bien un enfant qui bouge tout le temps, qui dérange beaucoup la famille, qui est un peu hyperactif, ou bien un enfant qui peut à l'inverse être très déprimé. Triste, mélancolique, un peu éteint. Enfin, voyez, à partir du moment où vous identifiez que pour cet enfant, il va y avoir qui va porter inconsciemment le poids de cette histoire et que c'est problématique, souffrant dans sa vie d'enfant ou pour la famille, là, ça peut être important de lui expliquer. Mais si vous identifiez qu'il y a un lien de gisant avec l'un de vos enfants, par exemple, mais que cet enfant va très bien et ne manifeste rien, bah, il n'y a peut-être pas d'intérêt à aller lui amener cette histoire-là. C'est vraiment si vous observez que l'enfant manifeste euh, une souffrance qui pourrait être rapprochée de cette histoire-là. Voilà. Lui expliquer avec beaucoup d'amour et d'affection qu'il peut y avoir une similitude de date ou de prénom, mais qu'il est bien différent de cette personne-là et que lui, il a le droit de vivre pleinement sa vie, qu'il a une belle vie qui l'attend devant lui. Et puis, vous pouvez proposer à cet enfant de faire un rituel. Voilà. Peut-être d'aller sur la tombe, d'écrire, de faire un dessin au défunt et à sa famille, d'aller sur la tombe de la famille. Enfin, vous imaginerez ce que vous enterrez dans le jardin, le dessin. Enfin, voilà. Vous verrez ce que vous faites, mais proposez un rituel pour dire adieu au défunt. Voilà. Et pour que l'enfant il puisse se libérer de cette empreinte inconsciente. Voilà ce que je voulais vous partager en complément de cette causerie. Voilà, s'il y a quoi que ce soit qui n'a pas été clair, n'hésitez pas à me contacter pour des informations complémentaires. Très belle journée à vous.